les rues désertes de Londres, une ombre rase les murs sombres. Un spectre pâle, décharné, une silhouette étrange qui déambule à la nuit tombée. Entre les immeubles d'Oxford Circus, les yeux cerclés de noir, elle fouille les poubelles chaque soir. Elle plonge dans les ordures ses longs bras osseux à la recherche de quoi manger ou d'un objet précieux. Cette amie réelle a été autrefois marquise. La marquise Casati, la femme la plus fortunée d'Italie, régnant sur l'Europe comme une reine toute puissante, aussi flamboyante qu'hypnotisante. Luisa Casati. À Venise, 40 ans plus tôt, en 1912, elle reçoit tous les plus grands noms d'Italie. Les gondoles accostent sur le perron de son palais, charriant toujours plus d'artistes, d'ambassadeurs, de danseurs, de poètes. Nijinsky, Mariano Fortuny, Isadora Duncan. En haut des escaliers, la Casati les attend, dans une robe blanche éclatante, impériale et envoûtante. Un lys dans la main droite, un whisky dans l'autre. Sous les voûtes du palais, l'ivresse gagne tous les corps. Le salon s'emplit de cliquetis de verre, de rires, de volutes de fumée, de conversations enflammées. Les corbeilles s'entrechoquent et les mouvements enivrés font déborder les coupes. Le champagne coule à flot, la Casati triomphe. Au petit matin, seule sous la lune disparaissant dans la nuit, elle contemple l'eau bleu foncé qui frissonne, les gondoles qui s'éloignent, et elle songe. Tout a commencé à la Villa Amalia. Luisa a 13 ans lorsque sa mère meurt, 15 ans quand son père décède. La douleur est telle qu'elle préfère la terre. Son chagrin est si abyssal qu'elle le ravale pour ne pas avoir mal. Cette année-là, elle hérite d'une fortune colossale. Elle se réfugie dans des rêves de voyage, de bals et de fêtes, dans des envies ambitieuses pour tromper sa solitude vertigineuse. À 19 ans, elle s'ennuie sans fin dans les dîners mondains. Alors, elle se réinvente, se coupe les cheveux très courts, les teints en rouge. Elle redécore sa villa à son goût, avec des oiseaux à long cou, des perroquets bleus, des squelettes préhistoriques, des perruques à moustache. Lorsque son mari a le dos tourné, elle suit son amant dans des bals costumés. À Rome, elle se fait construire un palais ocre qui flamboie les soirs de fête. Elle devient amie avec des poètes et des peintres fauchés, à qui elle commande toujours plus de portraits d'elle. Tout en les sortant de la misère, elle fixe sur la toile son image pour l'éternité. Elle veut devenir une œuvre d'art vivante. Sous le pinceau de Giovanni Boldini, elle apparaît magnétique dans sa fourrure ivoire, les yeux cerclés de noir. Sous les traits de Kees van Dongen, dont elle fait son amant et qu'elle sort du bateau la voir, elle fait presque peur à voir. À Venise, elle réquisitionne la place Saint-Marc pour y donner la fête la plus éblouissante de l'histoire. Des domestiques drapés de pourpre tiennent des globes de cristal sous des guirlandes monumentales. La Casati fait patienter ses invités et soudain apparaît, entièrement vêtue d'or, sur une gondole illuminée. Rien ne suffit à épancher sa soif d'excentricité. Elle veut plus, toujours plus. Elle veut la splendeur et la décadence. Elle veut marquer son siècle. Le soir, on la voit longer les canaux, tenant à l'aise ses 2 guépards domestiques, le cou enlacé par son boa constrictor. On dit qu'elle ne se nourrit que de champagne, de viande crue et de liqueur. La Casati ne dément pas les rumeurs, elle les entretient et va toujours plus loin. Au Ritz à Paris, elle fait fabriquer un mannequin de cire, son double parfait. Lorsqu'elle n'a pas le courage de sortir, elle envoie à sa place sa poupée de cire. Plus Louise a vieilli, plus elle prend de l'assurance. Rien ni personne ne peut lui résister. Sous l'appareil photo de Man Ray, son regard fait jaillir des étincelles. Ses pupilles dilatées engloutissent l'obscurité. On l'a dit incapable d'aimer, elle tombe folle amoureuse. En mai 1920, à Capri, dans un boudoir rempli de fumée d'opium, elle est fascinée par une femme, une peintre américaine, Romaine Brooks. Dans son atelier, Louisa pose nue, pâle comme une ombre, sous une grande cape sombre, et engloutie de son magnétisme la peintre. Romaine la suit à Londres, à Paris, se laisse entretenir au Ritz. Mais la Casati, jalouse, enchaîne les caprices. Irascible, elle ne supporte plus qu'on la contrarie. Lorsque ses désirs ne sont pas satisfaits, elle devient cruelle, comme si quelque chose lui manquait toujours, mais qu'elle ne savait pas quoi. Elle se sent condamnée à la solitude, alors elle noie son chagrin dans les fêtes et les cocktails somptueux. Elle se ruine à petit feu. Ses dettes sont si gigantesques que Louisa ne préfère ne pas les regarder. Elle ferme les yeux sur ses crédits et plonge à corps perdu dans le déni. En 1923, elle s'achète même un nouveau palais, avec femme de chambre, cuisinier et valet. Le palais rose, empli de bijoux et d'or, illuminé de bougies noires pour les grands soirs. C'est le dernier feu d'artifice, l'apothéose avant la chute. Lorsque la fête se termine, Louisa a 50 ans et doit à ses créanciers plus de 300 000 francs. À contre-cœur, elle vend la villa Amalia, les parts de l'usine de son père, les souvenirs de son enfance piteuse. Partout, elle croit voir des voleurs, être possédée par des démons maléfiques qui tentent de la déposséder. Un chèque sans provision la précipite dans le gouffre. Louisa est traînée en justice, condamnée à 2 mois de prison ferme et à la liquidation de tous ses biens.
Le 17 décembre 1932, elle assiste à la scène terrible. Toute son argenterie, ses robes, ses meubles, même ses albums de famille, tout passe sous le marteau impitoyable d'un commissaire-priseur. Assise sur un coffre à bijoux, Louisa serre le cœur. Les années passent, et d'hôtel en hôtel, elle traîne ses valises avec les quelques sous que lui prêtent les peintres qu'elle avait autrefois aidés. En 1939, la Casati se réfugie à Londres chez le peintre Augustus John qu'elle a lancé à ses débuts. Dans les rues de Londres, elle longe les rues et les décombres. Plus maigre que jamais, un voile noir sur le visage, elle nourrit le rêve de se faire peindre une dernière fois. Alors, dans son atelier londonien, Augustus esquisse sur la toile un visage blanchâtre, de longues jambes osseuses et des yeux cernés de charbon noir.